Hello tout le monde! Aujourd'hui, Superforge accueille Nicolas Bernard, Product Manager chez Agotera. Allez, c'est parti pour l'interview! Alors, la première question, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Ouais, alors, moi c'est Nicolas. Je suis chez Agotera depuis un an et demi à peu près, en tant que product manager. Et mon parcours, j'ai toujours été product manager. J'ai fait d'ingénieur en informatique et maths appliquées à Grenoble qui s'appelle l'ENSIMAG, qui est plutôt, dont la plupart des élèves font développeurs. Euh, Développeur classique. Mais j'ai jamais été développeur. J'ai toujours été product manager, même directement après ma sortie d'études, dans une entreprise. Je suis resté 4 ans, une startup qui n'avait rien à voir avec le no-code, rien à voir avec l'agriculture, rien à voir avec la transition écologique. On faisait un SaaS à destination des grandes entreprises pour les aider à communiquer en vidéo. On était une équipe produit d'une dizaine de personnes. Euh, et, euh, et on avait une trentaine de développeurs en tout. Chaque product manager supervisait une équipe de développeurs. Euh, et c'est dans cette entreprise que j'ai commencé un peu à découvrir le no-code aussi, parce que je me suis rendu compte que on pouvait avancer rapidement sur des petits projets, des petits POC, sans prendre de la bande passante de développeurs. Euh, et donc, et voilà, donc je suis resté là-bas 4 ans et quelques. Et ensuite, j'ai eu une petite période de transition où j'ai quitté cet emploi et cette entreprise et j'ai passé pas mal de temps à me former aux enjeux de la transition climatique, transition écologique, pardon, la transition énergétique. Et au bout d'un an, j'avais envie de retourner dans la tech, refaire du produit. Et c'est là que j'ai atterri chez Terre à Terre. Et aujourd'hui, on est un peu plus d'une dizaine chez Terre à Terre. Et l'équipe tech, elle est composée de moi et de François, qui est du coup chez Superforge, et qui était là avant moi finalement, parce qu'il bossait déjà, parce que le produit il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et le produit avait été développé par une première agence no-code. Mathieu, le fondateur d'Agotera, avait enfin, avait utilisé le no-code dès le départ, dans un souci, je pense, d'efficacité pour aller vite et pour réduire les coûts. Et ça a été développé par une première agence. Et ensuite, on a voulu faire une V2 de la plateforme. Et c'est là qu'on a rencontré Dimitri, François, Superforge. Et François était là avant moi, du coup, avec la personne qui était au produit avant moi, qui est resté, je ne sais pas combien de temps. Et moi, j'ai pris le relais. Et depuis, je bosse avec François depuis plus d'un an et demi, quoi. Donc voilà un peu. Ok, c'est super. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Agotera, donc ex-terre à terre, puisque quand toi t'es Exactement, arrivé, oui. c'était terre à terre. J'ai pas précisé dans l'intro, mais oui, Non, on a mais c'est changé pas de grave, nom on le fait après. Voilà, vous avez en changé de nom. septembre 2023 parce que terre à terre en anglais, ça sonnait pas trop. C'était plus compliqué à dire. Euh, et, euh, et ouais, l'ambition internationale fait qu'on a dû changer de nom. Et donc, ouais, Agotera, ex-terre à terre, qu'est-ce qu'on fait? Nous, notre objectif, c'est d'accélérer et de faciliter la transition agroécologique des agriculteurs en trouvant du financement. Donc l'idée, c'est d'accompagner des agriculteurs à passer à une agriculture régénérative et bas carbone. Et nous, on intervient là, dans tout ce processus qui est très complexe et dans lequel il y a une multitude d'acteurs. Nous, on intervient pour apporter du financement parce que cette transition, elle coûte aux agriculteurs parce qu'il y a des changements de pratiques à mettre en place, il y a des nouveaux investissements à faire. Ce changement de pratique, il occasionne potentiellement des pertes de rendement. Donc, durant le temps de la transition, il y a besoin
cette transition coûte de l'argent. Et donc, nous, on vient apporter du financement aux agriculteurs pendant cette période de transition. Et on fait ça via le mécanisme des crédits carbone. Donc un crédit carbone, pour expliquer, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier avec le concept, un crédit carbone, c'est 1 tonne de CO2 évité ou stocké. En l'occurrence, chez nous, c'est stocké dans le sol. Les sols agricoles ont une capacité à stocker énormément de carbone. On pense beaucoup, quand on parle de stocker du carbone, on pense beaucoup aux arbres, plantation de forêt, etc. C'est un peu on va dire la vision de base que la plupart des gens en ont. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les sols agricoles ont une capacité à stocker énormément de carbone. Et donc, les agriculteurs, les agriculteurs ont la capacité, en changeant de pratique, notamment en travaillant un peu moins le sol, parce que le labour profond, notamment, pas tous les types de labour, mais surtout le labour profond, déstocke énormément de carbone qui est stocké dans le sol en retournant la terre. Et donc, bref, je m'égare. Mais tout ça pour dire que un crédit carbone, c'est 1 tonne de CO2 qui va être évité ou stocké. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, en fait, l'agriculteur qui souhaite s'engager dans cette démarche, il fait un premier bilan carbone. Donc, c'est en prendre une photo à l'instant T de sa ferme, de toute son exploitation. On va regarder combien de carbone son exploitation émet, combien de carbone son exploitation stocke. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'année de référence. On va établir avec l'agriculteur une trajectoire de décarbonation qui va durer environ 5 ans. Sur ces 5 ans, en fait, l'agriculteur va dire moi, je peux mettre ça en place, ça en place, ça en place, ça en place. C'est ce qu'on appelle des leviers agroécologiques. Et en fonction de la mise en place de ces leviers au fur et à mesure des 5 ans, on va dessiner une trajectoire. Et cette trajectoire, on simule que dans 5 ans, le nouveau bilan carbone sera de X. Et donc, la différence, c'est le nombre de crédits carbone qui va être généré par cet agriculteur et par cette exploitation sur les 5 ans. Et nous, c'est ces crédits carbone qu'on va vendre à des entreprises qui souhaitent financer et contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone. Donc, en fait, pourquoi les entreprises achètent des crédits carbone? C'est dans le cadre de leur stratégie bas carbone. La stratégie, elle s'appelle ERC, éviter, réduire, c'est contribuer. Nous, on se place sur la brique C. Et en fait, la contribution carbone, c'est de dire, moi, mon entreprise, je fais ma part dans mon coin, mais si je peux aussi aider certains projets qui ont besoin de financement, en leur apportant du financement, et bien voilà. Donc, et en fait, finalement, la monnaie d'échange dans cette contribution se fait via le crédit carbone. Et donc nous, voilà, on trouve des entreprises et on leur met à disposition une plateforme. C'est là qu'on reparle de nos codes dans toute cette affaire. En gros, la proposition d'Agotera, c'est d'apporter beaucoup plus de transparence et de traçabilité au milieu des crédits carbone. Parce que historiquement, un crédit carbone, c'est rien en fait, c'est pas palpable, c'est 1 tonne de CO2 évité ou stocké, mais je peux pas te la donner, tu peux pas on la voit pas quoi. Et donc historiquement, c'était un document, un bout de papier qu'on t'envoyait par la poste et on te disait merci, t'as financé un crédit carbone, bien joué. Mais en fait, la réalité montre qu'il y a eu pas mal de scandales malheureusement qui ont entaché la réputation des crédits carbone, à juste titre, hein, parce qu'il y a certains développeurs de projets qui ont fait un peu n'importe quoi, en vendant des crédits carbone qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont pas été vérifiés sur le terrain, etc. Donc, l'idée, c'est d'apporter beaucoup plus de transparence et de traçabilité sur le marché des crédits carbone agricoles. Et pour ça, on utilise une plateforme web qui permet aux clients qui ont financé des exploitations de suivre de suivre en fait la vie du projet en remontant de la formation récurrente, en visualisant les pratiques qui ont été mises en place, avec des indicateurs, etc. Et plus toute une surcouche aussi qui va aider les entreprises à valoriser cette contribution. Donc, parce que les entreprises, notamment avec les scandales, parfois elles ont peur d'en parler, elles le font, mais elles préfèrent ne pas en parler pour éviter de se faire accuser de greenwashing notamment. Et donc nous, en fait, on les accompagne, on leur fournit une espèce de boîte à outils
au sein de la plateforme qui permet de vulgariser tout ça, qui permet de les accompagner à la fois dans leur communication ou même dans leur reporting RSE, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises on leur demande de faire du reporting sur leur pratique, leur stratégie bas carbone et donc leur volet contribution. Et donc la plateforme, voilà, elle s'inscrit dans ce besoin de traçabilité et de transparence pour apporter de la confiance en fait sur ce marché du carbone agricole. C'était une très longue réponse. Oui, mais très complète. Là, pour le coup. Ouais, j'essaie de vulgariser parce qu'on ne sait jamais Non, mais on d'où sait que les gens partent. c'est un domaine qui est pas simple en plus, effectivement, parce que c'est pas très connu non plus, il faut dire ce qui est. Non. Crédit carbone, si tu es pas initié, c'est sûr que ça te parle pas forcément. Donc non, c'était très complet, très, très complet, donc merci. Donc du coup, la plateforme, effectivement, donc tu nous as dit tout à l'heure que le choix s'était porté sur le no-code pour des raisons de coût et de rapidité. C'est sur Bubble, il me semble, quelle est la plateforme, si je ne me Exactement, ouais. trompe pas. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi c'est Bubble qui a été choisi à ce moment-là ou pas du tout? Au vu des fonctionnalités de l'époque, parce que la plateforme a beaucoup changé, mais à l'époque, je pense que le besoin était quand même clair, c'était de faire une plateforme web. On devait être en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Le no-code était quand même un peu moins connu. Il y a eu une explosion très récente en 2022-2023. Même Bubble a beaucoup changé. Moi, la première fois que j'ai utilisé, ça devait être en 2019. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont évolué. Il y a eu plein de concurrents. Donc, tu vois, par exemple, Xano, WeWeb, ça existait. Je suis même pas sûr que ça existait en 2021. Ou alors c'était tout petit et beaucoup moins connu. Donc, je pense que Bubble, c'était un peu le gros. Enfin, de toute façon, c'était un peu l'évidence. L'alternative aurait été un truc comme Webflow ou Airtable, avec branché avec, je sais pas, un front, je sais pas comment. Mais donc, Bubble me paraissait. Enfin, ça me paraît logique si je me place à l'époque et je me mets à la place de ceux qui ont dû prendre les décisions. C'est l'outil un peu leader sur le marché du développement d'app no code. Le vivier d'agences freelance no code et en Bubble, c'est le plus gros à l'époque. Hein. Et je pense que les alternatives ne répondaient pas forcément aux besoins, les alternatives mainstream. Donc, sinon, ça serait du Airtable, Webflow, je sais pas trop quoi. Et je pense qu'à l'époque, l'idée, c'était aussi quand même il y avait une volonté de pas juste faire un POC, mais de rester un peu longtemps. On savait pas à l'époque combien de temps on resterait, mais donc de faire un truc un peu qui puisse scaler. Et Bubble présente quand même cette particularité de pouvoir scaler. On en reparlera peut-être un peu après, j'imagine. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison. Bubble, c'est un peu le géant tout en un qui correspond à beaucoup de projets. Ouais, c'est un peu. Tu réfléchis pas, tu vas chez Bubble, tu te dis que ça Ouais, passera. pour les plateformes, c'est vraiment l'idéal, quoi. Ok. Et en dehors de Bubble, au quotidien, chez Agotera, vous utilisez d'autres outils no-code? Bah alors, notre site vitrine est en Webflow Ouais. depuis le début aussi, je pense. Moi, je l'ai toujours connu. Donc, ça, pareil. Hein. Bon, Webflow aujourd'hui, c'est quand même. Enfin, t'as soit WordPress, soit Webflow. Je pense que pour avoir connu les deux, moi, hein, Webflow sans réfléchir. D'accord. Moi, tous mes sites sur d'autres projets sont en Webflow. Enfin, moi, ils sont trop forts, quoi. Et récemment, depuis quoi? Depuis un peu moins d'un an, on travaille avec Make. En plus, François, je sais que ça, au début, c'était quelque chose qui était, enfin, vous en faisiez pas trop du Make chez Superforge. Et donc, depuis, disons 9 mois, un an, on est sur Make parce que Make, c'est extraordinaire pour traiter des volumes de données. Enfin, en fait, nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on agrège beaucoup de données de partout, que ce soit des partenaires externes, etc. Et en fait, Make nous permet de faire cette synchronisation de données entre différentes sources qu'on va tout injecter dans Bubble et tout retravailler. Et en fait, pour ce use case-là, Make est vraiment puissant. En termes de coût, c'est incroyable comment c'est pas cher. C'est un peu aride au début, mais une fois que tu l'as en main, en fait, nous, plus on l'utilise avec François, plus on se rend compte qu'on peut faire des trucs sur Make. Et il y a plein par exemple, de scripts back-end qu'on aurait fait historiquement sur Bubble, dans les back-end workflows, etc., qu'on fait de plus en plus sur Make. Parce qu'en fait,
c'est puissant. Donc en fait, nous, régulièrement, tous les soirs, tous les week-ends, toutes les nuits, toute la journée, en fait, on a plein de scripts make qui tournent constamment tout le temps pour checker des choses, etc. et mettre à jour de la data un peu partout. Donc ça, c'est un peu la bonne révélation de l'année dernière. Donc ouais, mec. Et sinon, je pense que c'est tout, peut-être des formulaires, des trucs comme ça, mais rien Ouais. Pas d'incroyable. d'outils collaboratifs, je sais pas, vous êtes sur quoi? Notion? Ah ouais, on est sur Notion. Ah, Notion, vous le comptez dans le no-code? C'est un outil no code, Notion, Ok. ouais. Bah, dans ce cas, on est sur Notion, Ouais. effectivement. On est assez basique sur Notion, hein. Moi, je suis un gros fan de Notion. Je pense qu'on pourrait aller bien plus loin. Mais bon, ça demande du travail. Puis le ROI à passer du temps à structurer un Notion serait pas forcément là. Donc, mais oui, on utilise Notion. Ok, cool. On va revenir un petit peu sur l'histoire de la plateforme, parce que c'est quand même un sacré projet à Gotera, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que tu sais quel a été le plus gros challenge pour réaliser ce projet? Alors c'est vrai que comme tu n'étais pas là à l'époque, c'est peut-être un peu compliqué, Ouais, mais mais ou là, est-ce qu'il y a euh, encore un gros challenge pour aller dans la continuité du projet, tu vois? Ou ça le je fait pas. sais qu'il y a un truc, si on parle juste en termes de temps passé, passer de la V1 à la V2, ça a été très compliqué. Alors, j'étais pas là. D'accord. Moi, je suis arrivé juste quand la V2 était faite. Ok. Mais en fait, la V1 a été développée du coup par un autre presta Superforge. Et du coup, quand Superforge a récupéré le projet, il a fallu refaire quasiment tout. En fait, presque rien n'a pu être gardé de la V1 parce que lors de la V1, il y avait eu un framework, je sais plus lequel, hein, qui avait été utilisé. Et du coup, tout était bâti un peu comme ça sur cette architecture qui, du coup, avait du mal à scaler. C'est pour ça qu'on a fait une V2. Et en fait, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu pas mal de. Enfin, c'était très laborieux de tout refaire, en fait. Mais après, enfin, mais comme dans tout type de projet, en fait, hein, quand ton projet de base n'a pas été fait n'a pas été pensé d'une certaine façon, ben, en fait, il a du mal à scaler. Donc ça, c'était, enfin, je pense que c'était un gros morceau à l'époque. Après, laisse-moi réfléchir. Après, on n'a pas d'énormes freins. Il y a plein de choses qui pourraient être mieux, mais la question, c'était le plus gros challenge. Ouais. Le plus gros challenge Un challenge actuel maintenant, ou même peut-être un on va challenge dire. actuel, c'est quoi Ouais. le challenge actuel? Puisque là, vous êtes dans une continuité pour faire évoluer la plateforme et tout. Est-ce qu'il y a Ouais, des difficultés par rapport à ça ou non, c'est dans les rails et ça roule, il n'y a plus qu'à, tu bah, vois? ouais, aujourd'hui, je pense pas qu'on soit bloqué par quoi que ce soit. Peut-être qu'un des trucs qui est un peu le plus embêtant, c'est que entre le début de Superforge et aujourd'hui, Bubble a mis à jour son moteur graphique et chaque page doit être refaite. C'est un travail colossal qu'on ne fait pas. Donc en fait, on accumule un peu de la dette technique Ok. parce que il faudrait tout refaire, le front, mais du coup rebrancher tous les work. Enfin, en fait, le moteur graphique, ils ont fait évoluer leur moteur graphique Bubble entre temps. Et du coup, nous, on est sur l'ancien moteur qui ne gère pas bien le responsive. Et donc, ça nous oblige à faire plein de contournements, plein de choses pour que ça marche mieux. Alors que le nouveau moteur gère bien toutes ces choses-là. Sauf que passer notre app actuelle sur le nouveau moteur, ça nous demanderait, je sais pas, au moins 2 mois de travail, Ah oui. un mois, 2 mois de travail. Et aujourd'hui, vu notre roadmap, on n'a pas envie de décaler tout de 2 mois. Donc, c'est une question qu'on se pose souvent avec François, c'est quand est-ce qu'on le fait, ce passage? Parce qu'en fait, du coup, ça nous fait quand même perdre du temps, parce qu'on doit développer des choses en plus pour contourner le fait qu'on est sur l'ancienne version. Mais pour l'instant, on estime que ça vaut quand même le coup. On pense qu'on le fera peut-être cet été, quand l'activité sera un peu redescendue, qu'il y aura moins d'enjeux de delivery, etc. On pourra stopper un peu la roadmap, la mettre entre parenthèses. Mais aujourd'hui, au vu de la croissance de l'entreprise et de l'ensemble des choses qu'il faut livrer, on peut pas se le faire. Mais du coup, ça c'est un peu embêtant. J'avoue que on se retrouve parfois dans des situations un peu absurdes où on doit passer 1 heure à faire un truc qui prendrait 3 minutes sur la nouvelle version. Donc, je sais pas. Je suis pas certain qu'aujourd'hui on soit gagnant, mais en même temps, on peut pas se permettre d'arrêter la roadmap comme Mmh. ça. Donc, ça c'est un peu embêtant. Mais sinon, non, franchement.
On n'a pas d'énormes challenges. Non. Ok, non, mais c'est bien aussi. Peut-être travailler avec François. Non, C'est le non, plus non, gros challenge. non, Je vais non. pas couper ça, je vais le dire. Non, on tacle un peu, mais c'est parce qu'on l'adore, François. Non, Ouais. mais moi aussi, je m'entends très bien avec lui. Trop bien. Ok. Et est-ce que toi, du coup, comme tu es arrivé en cours de route, tu as rencontré une difficulté particulière à la prise en charge du projet? Hmm. Alors, moi, je connaissais déjà Bubble. Hein. Je pense que ça a aidé. Enfin, là, l'app est sacrément complexe. Donc, je vais pas trop trifouiller dedans. Mais je pourrais. Donc, ça a joué. Enfin, il faut le prendre en compte. N'importe qui arriverait sur un projet galérerait peut-être un peu plus. Moi, je connaissais déjà. J'avais cette chance. Après, en vrai, je trouve que l'énorme problème des apps no-code, c'est la documentation. Je suis très frustré par ça. Je sais qu'il y a des initiatives où ils essayent de faire des trucs. Mais moi, vraiment, c'est le plus gros problème quand tu arrives dans un projet comme ça, c'est que tu n'as pas de doc. Tu sais pas qu'est-ce qui. Enfin, tu comprends rien, en fait, vraiment. Il y a pas de. Ouais, c'est très compliqué. Même après 1 an et demi, hein. Il y a des endroits de la plateforme qu'on n'a jamais refait, qui sont les anciens. Quand tu arrives dessus, tu comprends rien. Parce que t'as pas l'historique. Donc, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est le plus gros problème, c'est la documentation dans les projets no-code, que ce soit quand tu arrives, mais même en général. Vraiment, ça et la gestion de version, le travail collaboratif, etc. Pareil, Tata. Vraiment, enfin, quand tu connais la puissance, parce que moi, du coup, je viens du milieu, on va dire, vrai code, si je peux me permettre cette expression. Tu peux. Et ouais, les gestionnaires de version, Git, etc., c'est quand tu comprends comment ça marche et que tu t'en as utilisé. Moi, je suis très souvent frustré de ne pas avoir ça sur Bubble. Alors, tu as un petit truc avec les différentes versions, tu peux rollback, etc., mais ça n'a rien à voir. Tu peux pas faire une branche et dire, bah, voilà. Alors, il me semble que dans le plan payant de Bubble, enfin, Ouais, les plans j'allais au-dessus, te le dire, ouais, t'as j'allais ça. te le dire. Mais Sur ça les coûte plans un peu premium, ouais. cher. J'avoue que ça coûte un peu cher. Pour ce qu'on en ferait. Donc on le fait pas. Mais donc en fait finalement ce qui me manque, enfin ce qui me frustre aujourd'hui, là où je trouve que c'est un peu compliqué, c'est tous les trucs ce qui manque par rapport au vrai dev, que les commentaires, la documentation, la gestion de version, les branches parallèles, etc. Ça c'est vraiment, en fait pour te plonger dans un projet, c'est tellement plus simple. Et tu vois par exemple, bon, on n'a pas le problème aujourd'hui, mais je sais que j'avais discuté avec des gens qui avaient des projets Bubble colossaux et ils avaient des équipes de dev qui bossaient en 3-8. Parce qu'en fait, donc 3-8, c'est-à-dire 8 heures, 8 heures, 8 heures toute la journée pour faire 24. Et parce que en fait, c'était trop compliqué de bosser à plusieurs devs en même temps sur le même projet. Alors si tu bosses sur des pages séparées, ça va, mais il faut pas toucher à la même base de. Enfin, les environnements sont pas forcément faits pour. Et donc eux, ils avaient trouvé le moyen parce qu'ils avaient besoin d'avancer très 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 vite. Ils bossaient en 3-8, donc tu avais des devs qui travaillaient la nuit sur Bubble et quand ils allaient se coucher, des autres reprenaient, etc. J'avais trouvé ça. Enfin, c'était intéressant, mais c'est aussi révélateur d'un problème, je pense, aujourd'hui sur le no-code, qui est le collaboratif. Alors peut-être que d'autres outils le font mieux, mais Make présente aussi ce genre de problème. Donc on voit que ça a été, enfin, ce qui est normal, hein, ça est en train de se structurer. Moi, je suis assez impressionné par la vitesse et la capacité enfin, ce que c'est capable de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi je trouve ça un vrai problème. Et on voit que c'est venu en fait de petits projets, enfin le no-code est venu avec des petits projets, des petits POC, des MVP, des freelances qui bossaient tout seuls. Mais aujourd'hui, quand tu as des boîtes de 100 devs et ils veulent mettre une partie de leur équipe dessus, je sais pas comment ils font, mais ça doit être. Enfin voilà. Moi, je pense que c'est ça les plus gros freins aujourd'hui que je vois. Ouais. Bon, après, c'est vrai que ça évolue assez vite. Oui, Enfin, nous, on bien le sûr. voit, on suit forcément pas mal d'actualités sur tous ces outils-là, les outils principalement ceux qu'on utilise. Et bon, même si Bubble a bien évolué en ce sens, tu as raison, c'est pour les versions premium, donc il faut payer plus cher, mais on n'est pas à l'abri que d'ici quelques années, tu vois, ce soit peut-être Ouais, plus commun, quoi. Soit Bubble, soit d'autres outils. Je pense que le versionning, maintenant, ça va devenir un peu de plus en plus la norme, finalement. Parce que comme tu le dis, quand tu as plusieurs développeurs qui travaillent dessus,
peux pas te limiter à une personne sur l'outil au moment d'eux, quoi. Exactement. C'est une perte de temps. Je te rejoins à 100%, ça évolue super vite. Et je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes du no-code aussi, c'est que tout est propriétaire. C'est chaque boîte, elle fait son truc dans son coin, etc. Et je pense que c'est à ça aussi que c'est sur ça qu'ils doivent galérer un peu, NC-Scale. C'est comment on s'intègre dans une flopée de produits qui sont tous différents, qui sont tous plus ou moins fermés, parce que aussi, je pense qu'ils ne doivent pas tous être très ouverts sur les intégrations. Enfin, oui et non. Et du coup, c'est comment parce que là, tu vois, dans le code, tout est du code et tu peux tout mettre sur Git et puis il n'y a plus de problème. Là, c'est comment tu crées le guide du no-code. Mais en tout cas, si quelqu'un arrive à faire ça, je pense qu'ils peuvent se faire beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'utilisateurs et résoudre pas mal de problèmes parce que enfin, j'aimerais beaucoup avoir ça, quoi. Je comprends. C'est pareil, hein, on n'est pas. Peut-être effectivement que dans les années à venir, ce genre de choses va se développer. Et la plupart des outils maintenant proposent pas mal d'intégrations Oui. en natif. Du coup, bon, à terme, on peut espérer que tout soit interconnecté et qu'on puisse intégrer comme on veut, quoi. Non, Je mais veux dire, ça évolue vite, donc je me fais pas de soucis. Et après, enfin, je pense vraiment que si c'est un vrai problème pour plein de gens, il y a des gens qui vont mais trouver oui. un truc, quoi. Oui, ou même tu vois, ceux qui fournissent les éditeurs, tout ça, enfin, je pense qu'ils prennent en compte aussi la demande, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, hein. Ouais, Si ils se plient pas à satisfaire une demande, bah, les gens vont aller voir ailleurs, quoi. Enfin, clairement, quand tu vois le nombre d'outils no-code qui existent, le nombre d'éditeurs qui existent maintenant, ouais. clairement, Après, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Bubble, mais ils pourraient carrément améliorer le truc. Je pense qu'ils le font pas parce qu'ils ont une roadmap qui doit faire 3 siècles avec tout ce qu'ils ont à faire. Mais du coup, moi, je suis frustré, mais je peux pas partir parce que mon produit il est sur Bubble et enfin, le coût de changer. Alors, je pourrais payer et voir ce que ça vaut leur feature. Je suis pas sûr que ça résolve complètement mes besoins parce qu'ils font juste des branches et tout. Mais bon, il y a aussi un enjeu de les gens sont loqués dans une plateforme et du coup, ouais. ça, tu vois, Bubble, je pense qu'ils sont plus pressés de faire d'autres choses que d'ajouter ce truc-là. Ah, puis c'est peut-être une technique aussi, tu sais, le vendor locking, Oui, sûrement, c'est bien connu et pas que dans le no-code, hein, on trouve ça dans plein de bien domaines sûr. différents. Le fait de garder un petit peu tes clients en leur proposant, en les bloquant un petit peu dans ce système où ils sont obligés, une fois qu'ils ont commencé avec toi, ils sont obligés de continuer. Mhm. Donc ça, c'est pareil. Il y a beaucoup d'outils no-code qui fonctionnent comme ça, mais il y en a aussi maintenant qui essayent de se libérer un petit peu de ce genre de choses. Je pense notamment à WeWeb. WeWeb, tu peux récupérer ton code en fait. Donc si demain, tu n'as plus envie d'être sur la plateforme, Ouais. tu peux récupérer tes affaires et partir, quoi. Tu vois? Ouais, bah moi oui ouais, je trouve ça vraiment, j'aime vraiment ce qu'ils font. Aujourd'hui, moi, si je lançais un projet no code, j'aimerais bien, enfin, je pense que j'essaierais de le faire sur WeWeb. Alors après, il faut lui mettre un bac, donc tu payes un peu plus cher, etc. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, enfin, en tout cas, il y a un vrai, enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont choisi de se spécialiser dans un seul truc, un Mm. front, et le faire très bien. J'en ai entendu que du bien. Enfin voilà, et c'est pas exclu que si on continue en no code encore très longtemps, peut-être qu'un jour on fera l'effort de transiter sur WeWeb avec peut-être un bac en Xano. Ça, c'est des Ouais. trucs que je pense que en tout cas, moi j'aimerais bien essayer. Je pense qu'il y a un potentiel. Mm. J'aimerais beaucoup tester. On en avait parlé d'ailleurs de faire quelques POC avec François là-dessus. Donc c'est dans les plans, mais en tout cas, oui, tout ça pour dire que ça évolue super vite. Ouais. Il y a vraiment plein d'outils trop bien et on n'a pas assez de temps pour tous les tester. Ça, c'est sûr. Mais voilà, ouais, ça laisse présager quand même un avenir un peu sympa autour du no-code quand même. Moi, j'ai un peu l'impression, je suis pas dans ce domaine depuis longtemps, mais j'ai vraiment l'impression que ça évolue de manière un peu exponentielle, tu vois. Tout va très très vite et de plus en plus vite. Je trouve ça assez impressionnant, en fait. Ouais, moi, moi, je suis totalement d'accord. Moi, je me suis beaucoup posé la question en fait de jusqu'à quand garder du no-code en fait. Jusqu'à quand on considère que parce qu'en fait tout le monde, je pense qu'aujourd'hui
beaucoup de gens sont d'accord pour dire si tu veux te lancer vite, si que ton produit n'est pas ultra compliqué, ce qui est le cas avec nous. Nous, il y a plein de choses, plein de data, etc. Mais en termes de complexité, notre produit est pas complexe. Tu vois, on traite pas un volume de data colossal comme des boîtes qui traitent tu vois, des images satellites toute la journée, qui ont des alertes sur ça. Et eux, ils traitent des volumes de données qui sont colossaux. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, le no-code permette de faire ça. On fait pas de temps réel, tu vois, on n'est pas Uber, des applis comme ça où tu as de la géolocalisation en temps réel, etc., avec des notifs qui t'envoient des SMS. Tu vois, nous, on n'a pas tout ça. On a un back-office, on a un admin, on a une base de données, un front client, un front admin, enfin, un peu la base de plein de SaaS. Et on a nos complexités métiers, mais ça, on est capable de les représenter en no code. On fait pas des volumes, on fait pas beaucoup de calculs très compliqués non plus. Et donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, et ça, c'est quand même la majeure, la majeure partie des produits tech, ils peuvent rentrer dans cette case-là. Bien entendu, il y a plein de cas particuliers, etc. Notamment tout ce qui est mobile. Je connais pas bien le mobile en no-code. Je sais qu'il y a des choses, pareil en termes de capacité, etc. Mais je m'avancerai pas trop parce que je connais moins. Mais si on reste en web et que tu rentres dans cette catégorie, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que tu as envie de prouver un peu que ton produit marche et que tu n'es pas rentable et que tu as besoin d'aller vite, etc. Aujourd'hui, le no-code, moi, ça me paraît être la bonne solution. Mm. Et la question que je me pose aujourd'hui, que je me suis beaucoup posée en discutant avec plein de gens de l'écosystème no-code, c'est jusqu'où ça vaut le coup. Tu vois, jusqu'où ça vaut le coup de continuer en no-code et à partir de quel moment tu risques de soit de perdre en performance, soit de perdre en scalabilité, soit d'atteindre un peu la limite des outils no-code parce que ton outil présente des limites, tu vas passer ton temps à tout contourner alors que si tu faisais en code, tu pourrais aller à l'infini, quoi, parce qu'on sait qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec du code. Et cette question aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas encore trouvé la réponse à où est-ce qu'elle est la limite. Nous, on l'a pas atteinte, c'est sûr. Et en plus, en changeant d'outil, en refaisant un peu une stack intelligente, on peut aller encore plus loin. Typiquement avec Make, je pense que ça nous a débloqué une nouvelle étape, en gros. On peut gérer des volumes de données qui sont vraiment énormes, en asynchrone, pour pas cher du tout. Et on fait beaucoup, beaucoup d'opérations. J'avais échangé avec des freelances, Make, etc., qui me disaient que dans certaines grosses startups, ils avaient remplacé quelques développeurs back-end classiques qui géraient des pipelines de data, qui géraient de la synchro entre plein de choses, par un gars no-code qui fait du make et qui fait le taf de 3-4 développeurs back-end. Donc, je suis pas en train de dire, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des vrais devs qui me sautent pas dessus, mais je suis pas en train de dire que tous les développeurs back-end servent à rien et vont se faire remplacer, mais il y a plein de cas où en fait, je trouve que la plus-value d'un développeur, en fait, les développeurs classiques, en gros, ils sont pas utilisés au maximum de leur capacité et tu pourrais très bien remplacer du travail un peu de base par un outil no-code bien pensé, quoi. Et donc, tu fais des économies de fou parce que, disons que tu en as pour même 1000 euros par mois, 1000 euros par an, même 1000 euros par mois, 1000 euros par an de make versus un salaire de développeur back-end avec les charges, le calcul, il est vite fait. Hein. Alors, il faut que tu payes aussi le salaire du dev no-code qui va te le faire. Donc, mais bon, dans tous les cas, je pense que c'était rentable. Et en fait, sur des cas très basiques, évidemment qu'il y a des cas compliqués, qu'il y a des cas où tu as besoin de mecs très très forts en code qui vont te faire des trucs hyper optimisés. Mais en fait, moi, je connais plein de développeurs, leur taf, c'est de faire des interfaces, de faire une base de données en SQL, de faire une API où tu te login, tu édites, enfin le fameux CRUD, Create, Read, Update and Delete, sur des datas de base de ta base de données. Je sais pas combien de devs font ça, mais enfin ça peut être remplacé et les devs pourraient travailler sur des trucs beaucoup plus intéressants. Et donc aujourd'hui, parce que ma question, à une époque, en fait, moi, quand je suis arrivé, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que, OK, c'était bien sympa, on a fait du no-code. Maintenant qu'on a recruté un product manager, moi, est-ce que ce serait pas le moment de passer aux choses sérieuses et de gérer le no-code et de faire ça en vrai dev, quoi. Et donc, je me suis beaucoup posé la question. J'ai parlé avec pas mal de gens qui faisaient du no-code, etc. A priori, le résultat, c'est que je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin, peut-être même beaucoup plus loin.
parce que, à nouveau, le contexte de Agotera fait qu'on peut. Mais du coup, moi, je trouve ça impressionnant. Finalement, ce qu'on est capable de shipper en termes de produits, en termes de features, et la vitesse à laquelle on le fait par rapport au coût qu'on y met. Enfin, vraiment, c'est assez. Et à l'agilité qu'on a aussi, c'est assez impressionnant. Par contre, moi, mon seul point d'interrogation, c'est le jour où on a vraiment, je sais pas, on grossit vraiment, vraiment, et qu'on a besoin, et qu'on est limité par le fait qu'un dev no code tout seul peut pas bosser assez vite. Comment on fait scaler ça avec 2 devs, 3 devs, etc. Je sais pas. Mais je pense qu'il y en a qui ont déjà réfléchi à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon avis sur un peu comment on peut scaler et quels sont les usages en fait qui sont no codables, si je peux dire ça comme ça, et quels sont les cas où le dev c'est un peu obligatoire. Mais dans 80% des cas, j'ai l'impression que le no code c'est très bien, quoi. Bah, après, disons que ça correspond forcément à un type de projet. Tu vois. L'important, c'est pas de se dire, OK, on va faire ça en no-code ou en low-code ou en code. L'important, c'est de voir le projet et de se dire, bah, qu'est-ce qui va le mieux fitter avec le projet, quoi. Bien sûr. Un MVP, on est d'accord que c'est plus simple et plus rentable de partir sur du no-code parce que tu vas avoir un truc très rapide et que ça va pas te coûter cher. On est d'accord que si demain tu veux lancer le nouveau Facebook, tu vas peut-être pas partir sur du no-code, tu vois. Ouais, Enfin, bien sûr. il y Ah, mais a, c'est clair. il y a aussi ça à prendre en compte. Nous, nous, on n'est pas tech de base, mais on sait qu'on peut pousser un petit peu les limites du no-code en rajoutant du code dedans, parce que font nos Oui. devs la plupart du temps. Après, on est d'accord que même en rajoutant du code, tu peux pas pousser les limites de l'outil no-code. C'est-à-dire que tu peux améliorer le truc, mais si par exemple tu as une limite sur le nombre d'utilisateurs de l'outil, le code ne va pas t'aider à aller au-delà de ça. Donc, je comprends bien ton interrogation de te dire effectivement c'est où la limite, jusqu'où on peut aller. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire que si demain Agotera explose, mais de fou, tu vois, je vous le souhaite, hein, si vous avez besoin de autant scaler, bah, c'est que quelque part, vous aurez aussi peut-être les ressources pour le faire. Bien sûr. Tu vois. Non, mais c'est clair. Donc, Mais évidemment. ça s'équilibre, quoi, quelque part. Non, mais complètement. Mais tout est une affaire de contexte, hein. Mm, mm. Nous, dans notre cas, à nouveau, moi, j'avais établi des critères, un peu ce que je disais, le besoin de faire de l'instantané et le besoin de traiter. Tu parlais du nouveau Facebook. En fait, Facebook, le produit est pas super compliqué, mais il gère des quantités de Et oui, données c'est ça. colossales. Bon, en vrai, le produit est compliqué, mais je veux dire, en fait, ce qu'ils font, en fait, c'est les données qu'ils traitent, c'est extraordinaire. Et ça, le faire avec Bubble, je pense que tu, tu, tu peux pas. Bubble Donc, explose. ouais, tu galères. Donc ouais, faut se poser des questions. Mais en fait, aujourd'hui, je vois quand même beaucoup de produits, de gens qui se lancent dans des trucs avec un dev front, un dev back-end. Je pense que c'est possible de le faire Après, c'est pas forcément une bonne chose. Enfin, le dev, c'est très bien, on a ça depuis des années et des années et des années. Mais si tu as envie d'aller peut-être un peu plus vite ou de réduire tes coûts, notamment si tu montes une boîte et que tu n'as pas un budget illimité, que tu as envie de faire tes preuves, franchement, tu peux aller vraiment très très loin avec juste du no-code bien pensé. Et à nouveau, en fait, c'est un peu la même chose qu'avec le dev, hein. Si ton dev il est mauvais, ton site il sera, enfin ton app elle sera pourrie. Si ton no-code développeur il est mauvais, tu n'iras pas loin. Pareil. Mais si Ouais. c'est pour ça aussi qu'il faut. En fait, il y a quand même plein de choses, plein d'éléments et de bonnes pratiques du monde du dev qu'il faut reprendre dans le no-code. Et Ouais. aujourd'hui, il y a plein de gens qui arrivent un peu dans le monde du no-code et ils oublient un peu ça, j'ai l'impression. Et c'est pas, ouais, c'est pas. En fait, faire des sites no-code, oui, c'est du no-code, très bien, mais derrière, il faut réfléchir en créant un produit, en créant quelque chose qui va durer. On fait pas des slides PowerPoint, quoi. Ouais. Et ça c'est quelque chose, bah pareil, hein, le marché du no-code se structure, donc c'est normal il faut que ça structure, il faut que ça se mature, il faut que ça mature, etc. Mais je pense que c'est finalement, avant tout, c'est celui qui va designer, développer le produit qui réussira ou non à faire quelque chose avec l'outil. Finalement, l'outil, bon, c'est un outil, quoi. C'est ça. Mhm. C'est ça. Après, on va pas te contredire, hein. Nous, nos développeurs sont des anciens devs purs. Ouais, c'est vrai. Donc, Ouais. je sais pas comment le dire non plus, dev Moi non plus, code j'ai pas de, tradi.
Tu vois. J'ai jamais réussi à le dire sans passer pour une personne qui juge telle ou telle autre Ouais, personne. voilà, le but, c'est pas de juger, c'est que voilà, c'est vrai que nous, nos développeurs sont des développeurs de code traditionnels qui ont découvert le no-code et qui, du coup, arrivent à allier les deux expertises et qui trouvent ça très bien, tu vois. Mais on sait aussi que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Puis de toute façon, on aura toujours besoin des devs en code tradi. Et même si le no-code prend de l'ampleur, ça va pas rafler non plus toute la mise sur le marché, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi eu un truc à une époque de dire ouais, le no-code, n'importe qui peut devenir développeur et faire un site. Ah là là. Mais alors ça, si on nous Et, avait donné un petit peu d'argent à chaque fois qu'on l'avait entendu, hein, et sauf qu'en Stéphanie, fait, t'es riche. les outils aujourd'hui, enfin, en fait, il y a des outils qui sont faits pour, tu vois. Je sais pas, Airtable, tu peux t'en sortir un peu. Et encore, moi, je trouve ça pas méga simple. Airtable sur un Typeform, tu peux arriver à faire un truc. Si tu as genre zéro notion de dev, genre rien du tout. Mais par exemple, Bubble ou Make ou même Webflow, franchement, oui, tu gagnes du temps de fou. Mais en fait, si tu as zéro notion, tu t'en sors pas du tout, tu fais des trucs dégueux, c'est pas scalable, personne peut reprendre ton projet derrière. Donc, en fait, il faut aussi. Le no-code, ça permet d'aller très très vite sur plein de choses qui sont pas forcément intéressantes, tu vois, genre mettre un bouton, un champ texte, une image et tout. Bah ok, tu gagnes du temps, mais après, tu vois, moi qui ai travaillé à la fois avec des devs, enfin sur un produit qui était fait avec du dev tradi et un produit qui est fait en no-code, la réflexion derrière, elle est toujours la même et voilà, tu construis ton produit exactement de la même façon. C'est juste que sur des trucs, tu réduis ton temps, tu vas plus vite. Des fois, tu vas plus lentement aussi. Donc, mais vraiment, ce truc de, en fait, le no-code, ça permet à n'importe qui. Moi, j'y crois pas du tout. Ou alors, pour faire des trucs vraiment basiques. Genre Glide, ouais, c'est super simple. Tu peux te débrouiller à bricoler un truc. Mais Glide, tu vas pas faire une entreprise de. Enfin, si, peut-être qu'on pourrait trouver un contre-exemple pour me contredire, mais tu vas pas aller super loin. Alors qu'avec Bubble, tu peux aller vraiment loin, ou avec Xano, WeWeb, etc. Mais c'est pas à la portée de n'importe qui, hein. Xano, c'est aride, hein. Ah oui, oui, non, mais après, nous, on le sait, hein, que tous ces outils-là sont pas forcément faciles à prendre en main et même dans la compréhension globale. Moi, j'ai fait un petit peu, enfin, j'ai touché un peu à Bubble et on touche régulièrement à Webflow avec Stéphanie. Voilà, il y a quand même une maîtrise derrière et tout ça, hein, donc Ouais. on comprend ça, quoi. Ok, j'ai oublié de poser la question tout à l'heure, donc désolé, je reviens un petit peu en arrière en revenant sur Agotera. Tu nous as dit que les clients Agotera, enfin les clients, la plateforme donc met en relation les agriculteurs avec les entreprises et vous, du coup les trois acteurs, je suppose. Comment vous êtes allé les chercher ces premiers clients? Est-ce que tu le sais? Non. Je pense qu'on est allé les chercher les premiers exactement comme les derniers, Ouais. en leur demandant, en allant les voir. Non, pour le coup, on n'a pas eu de recette magique. Nous, notre boulot, c'est de vendre, c'est d'aller voir les entreprises, de les démarcher, et de leur donner envie, de leur montrer pourquoi c'est intéressant de financer des agriculteurs. Parce qu'il y a aussi il y a une nouvelle partie dont j'ai pas parlé, c'est que là, en fait, historiquement, nous, on était sur le marché des crédits carbone basiques, entre guillemets, sur la contribution. Donc la contribution dont j'ai parlé un peu au début, qui aujourd'hui, c'est une contribution, tu vois, c'est ERC, le C vient à la fin, etc. Donc il y a des entreprises qui voient pas forcément l'intérêt, ça rentre pas dans leur stratégie, c'est pas dans leur priorité, elles n'ont pas le budget, etc. Mais depuis récemment, on a aussi développé une offre de décarbonation, donc qui va plutôt travailler sur la partie R, qui est réduire, donc réduire l'empreinte carbone. Et donc en fait, nous, on va aussi cette fois-ci travailler avec les entreprises qui ont dans leur chaîne de valeur des matières premières agricoles et donc des agriculteurs, donc que ce soit des entreprises agroalimentaires, mais ça peut être aussi des entreprises du luxe, de la pharmacie, parce qu'il y a ou du cosmétique, avec le cuir, les huiles végétales, le lin, le chanvre pour faire du tissu, les parfumeurs aussi, qui ont de alcool qu'on fait avec de la betterave, qui est la même betterave avec laquelle on fait du sucre, et qu'on produit dans les Hauts-de-France notamment, enfin, dans le nord de la France en général. Donc bref, je dis ça parce que moi je savais pas du tout et j'ai appris plein de trucs en découvrant ça. Donc, C'est rigolo parce que savais- j'ai visité une usine à betterave quand j'étais gosse, tu vois. C'est marrant. bah ouais, moi je trouve ça, en vrai c'est un monde, en vrai,
tu vois, quand tu es une personne genre normale qui a rien à voir avec le milieu agricole, tu connais pas du tout tous ces trucs. En fait, le monde du sucre, de l'alcool, de la betterave, c'est énorme et c'est hyper important en France. C'est une industrie hyper importante dont on parle pas tant que ça, qu'on connaît pas trop. Et je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que de l'alcool, on peut faire de l'alcool avec de la betterave, ou que le sucre blanc là qu'on achète et qu'on connaît, en fait, il vient des C'est de la betteraves, betterave. et que c'est normal qu'il soit blanc, notamment. Donc, enfin voilà, bref, petite digression agroalimentaire. Mais oui, tout ça pour dire que on a une deuxième offre où on va aussi chercher des entreprises qui souhaitent baisser leur empreinte carbone, parce que du coup, elles ont un bilan carbone dû aux matières premières qu'elles achètent et qu'elles vont transformer. Et donc, nous, on va aller voir et on leur propose de financer des agriculteurs qui sont dans leur chaîne de valeur. Donc, si on continue sur l'alcool, on va voir une entreprise qui fait du parfum. On leur dit, vous achetez de l'alcool à partir de betteraves. La production et la création de cet alcool a une empreinte carbone, et notamment à cause de la production des betteraves. Nous, on peut vous mettre en relation avec des agriculteurs qui sont dans vos bassins d'approvisionnement, qui cultivent des betteraves, mais des betteraves qu'on appelle entre guillemets bas carbone, donc qui aura une empreinte carbone moins élevée. Et donc, si vous les financez, vous allez pouvoir aussi répercuter cette différence d'empreinte carbone dans la betterave que vous achetez, enfin, dans l'alcool que vous achetez qui est fait à partir de betterave, et vous allez pouvoir le valoriser dans votre empreinte carbone. Donc nous, il y a aussi cette nouvelle offre qu'on développe récemment. Donc la plateforme notamment est aussi en train de s'adapter pour permettre tout ce suivi, cette traçabilité de la chaîne de valeur. Et donc la question qui était comment on est allé chercher les premières entreprises, ben, on est allé les voir et on leur dit salut, est-ce que le climat c'est quelque chose qui enfin ça, vous avez une stratégie climatique, est-ce que vous êtes, enfin si vous n'avez pas d'agricole dans votre chaîne de valeur, vous pouvez juste contribuer. Mais si vous avez de l'agricole dans votre chaîne de valeur, ça vaut aussi le coup que vous financiez pour décarboner. Parce que toutes les entreprises, elles ont des objectifs à 2050 au minimum, voire certaines en 2030, des objectifs de réduction, en gros de moitié de leur empreinte carbone d'ici 2050. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc elles ont besoin aussi de se faire accompagner et elles ont besoin d'agir sur tous les pans. Donc que ce soit l'achat de matières, je sais pas, de trucs pour le bureau, d'ordinateurs, réduire les avions, faire plus de visio, changer la bouffe de la cantine, mieux isoler leur bureau, etc. Et aussi changer modifier et aider leurs producteurs de matières premières. Et nous, c'est là aussi qu'on vient s'installer. Et donc les entreprises, en fait, on démarche et elles sont hyper, comme presque toutes les grosses entreprises ont des objectifs, en fait, Ouais. au moins on a leur attention. Oui. Tant mieux, c'est une thématique importante du moment, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Bon, là, du coup, actuellement, donc c'est sur la réduction et la contribution, c'est ça, C'est j'ai bien ça, ouais, suivi. exactement. Est-ce que là, vous avez déjà une vision des pistes pour l'avenir? Est-ce que vous voyez un petit peu où est-ce que vous voulez aller à terme ou c'est pas tout de suite? Bah, ce qu'on fait, c'est déjà pas mal, entre Ben guillemets. oui, non, mais je sais. Non, non, ce que je veux dire, c'est que dans le sens où on le fait bien, mais en fait, on le fait encore pas beaucoup, quoi. Donc l'idée, c'est de continuer dans cette direction. Et il y a déjà beaucoup de choses à faire. Donc continuer dans cette direction-là, hein, la réduction, la contribution. L'objectif, nous, notre métrique un peu numéro un, c'est le financement qui part aux agriculteurs. Donc, on peut le décliner en nombre d'agriculteurs qui ont été soutenus et en nombre de tonnes de CO2 qui ont été évitées ou stockées. Donc ça, c'est nos indicateurs qu'on regarde. Donc l'objectif, c'est que j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais il y a notre rapport d'impact qui a été sorti. Il y a les chiffres de l'année dernière. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est on a déjà des super impacts. Hein, on parle en centaines de milliers de tonnes, si je dis pas de bêtises. C'est au moins un millier de tonnes, et donc c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais en fait, c'est que dalle. C'est que dalle à l'échelle française, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Donc les objectifs, ils sont plutôt là. C'est comment on fait grossir le projet pour aller avoir plus d'impact, en fait, pour tout le monde, et notamment pour les agriculteurs, parce qu'il y a eu aussi les crises récentes là sur les manifs des agriculteurs qui ont été hyper intéressantes et qui ont, je pense, vraiment mis en valeur notamment le fait que leur place dans la société est sous-considérée, alors qu'ils sont ultra importants. Ils font un truc
à la base de quasiment tout, quoi. La bouffe, s'il y en a pas, parce qu'on peut parler des matières premières et tout, mais juste manger, si les gens ne mangent pas, ils travaillent pas. Et ça, on l'oublie, et eux, ils manifestaient un peu pour ça, pour revaloriser l'image de qu'on les oublie pas, quoi, dans cette histoire. Et donc, l'idée aussi de financer les fermes, c'est aussi de dire, bah, les agriculteurs, ils ont des clés pour pouvoir stocker du carbone. Oui, l'agriculture émet des gaz à effet de serre. C'est un gros quart, quoi, un cinquième, un quart des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est pas que à eux de porter le fardeau de cette transition, sachant qu'ils ont déjà aussi les effets du réchauffement climatique à déjà prendre en compte, qui ont un impact dès aujourd'hui sur leur culture. Il pleut trop, il pleut pas assez, il pleut pas au bon moment, il fait trop chaud, il y a de la grêle, il y a du gel. Tout ça fait que finalement notre métrique un peu ultime, c'est vraiment le nombre d'agriculteurs et l'argent qu'on est capable de leur envoyer, parce qu'aujourd'hui, le prix de la tonne de ce crédit carbone, il y a un prix, mais en fait, l'idée, c'est aussi d'augmenter potentiellement ce prix pour encore plus rémunérer les agriculteurs. Voilà, ça, c'est aussi toutes les dynamiques du marché carbone. Mais donc, ouais, non, je pense que pour répondre, c'est vraiment continuer dans la direction à laquelle on va et avoir encore plus d'impact. Et pour ça, la plateforme, enfin, de manière générale, la tech, c'est un support pour nous. C'est notre moyen d'apporter de la transparence et de la confiance dans ce marché-là. Et s'il y a de la confiance, on aura plus d'impact. C'est vrai. Au top. Bon, bah voilà. On arrive au bout de l'interview. On teste le mot de la fin, Nicolas? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Ben, ouais, c'était bien la fin, non? Non, t'as bien clôturé, hein, franchement. L'objectif, c'était Ouais, l'impact. non. Non, mais je pense que ça, c'est cool aussi, tu vois. Je pense que le no-code aussi, et donc la rapidité, et donc l'accessibilité, et donc les faibles coûts du no-code au début, c'est aussi une opportunité pour toutes les boîtes à impact comme nous, ou à mission. Je laisserai les experts parler du bon statut, mais impact, etc. Aujourd'hui, il y a plein d'enjeux sociaux, environnementaux, etc. On sait que le numérique peut aider dans ces enjeux-là. Il y a des super boîtes, par exemple. Je sais qu'il y a une boîte qui s'appelle 1001 mots. C'est une asso d'ailleurs. 1001 mots, ils aident les. J'ai pas envie de dire de bêtises et d'écorcher leur mission, mais ils travaillent sur ramener la lecture dans les enfants, dans les familles un peu défavorisées. Donc en fait, on sait que si un enfant il est éveillé à la lecture dès le plus jeune âge, il va mieux réussir sa vie ou un truc comme ça, quoi. Et en fait, il y a plein de familles, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, on va dire défavorisées, je sais pas si c'est le bon terme. Dans ces familles-là, les enfants ils sont pas forcément éveillés, il n'y a pas de livres chez eux, alors que dans les familles de gens beaucoup plus riches socialement, il y a plein de livres, etc. Et on voit la différence dans les enfants. Enfin bref. Et tout ça pour dire qu'eux, ils sont en no-code. Et donc c'est une asso qui font des trucs trop bien, ils ont un impact de fou, ça marche trop bien. Et je sais, alors ils ont peut-être un peu changé, mais à l'époque, ils étaient aussi sur Bubble. Et ça leur permettait à nouveau, tu vois, sur un modèle d'assaut où je crois qu'ils ont des mécènes, ils font pas payer les familles. Enfin, eux, je pense que l'enjeu financier est important. Je parle sans connaître, mais voilà, c'est une asso, donc j'imagine. Et donc eux, bah, je pense que le no-code, c'est une super opportunité aussi pour. Je sais que tu vois, ils arrivent à faire un back-end, ils envoient des SMS aux familles pour leur rappeler. Enfin, il y a tout plein de trucs avec des fiches de lecture et tout. Et le no-code permet ça. Et je pense qu'ils pourraient pas se payer 3-4 devs full-time pour bosser là-dessus. Et ils doivent avoir peut-être un développeur no-code. Donc, ouais, peut-être le mot de la fin, c'est aussi que pour relier un peu l'impact et le no-code, c'est aussi que le no-code, de par le fait que ça se popularise et son accessibilité, c'est une bonne chose pour tous ceux qui veulent monter une boîte ou les boîtes à impact qui ont envie d'avoir un impact, mais qui peuvent pas forcément se payer 25 ingés qui peuvent bosser full-time sur ton produit. Ou faire des grosses levées de fonds aussi. Il y a aussi l'enjeu des levées de fonds dans le milieu des startups, qui est aussi un autre enjeu. Il y a moins d'argent facile, moins d'argent gratuit. Donc, quand on veut être une boîte rentable, on parle beaucoup de ça aussi. La tech, c'est un coût énorme qui est difficile à rentabiliser parfois. Donc, ça permet aussi d'aller chercher cette rentabilité. Donc, ouais, il y a plein de bonnes choses. C'est encore tout jeune, mais hâte de voir ça. Non, mais c'est très bien. C'était un bon mot de la fin. C'était un peu long. Faudra nettoyer un peu. C'était une bonne phrase de fin. Mais non, mais voilà, très bien. Écoute, merci beaucoup, Nicolas.
Avec plaisir. Et c'était très sympa à toi d'avoir répondu à toutes nos questions. Ouais, super avec intéressant. plaisir. Non, mais On en a vrai, c'est appris des plein de sujets choses. que. Enfin, je me suis beaucoup posé la question en fait de la place que je voulais donner au no-code dans notre strat. Et donc là, c'était. Enfin, en fait, j'avais un peu déjà réfléchi aux questions sans préparer l'interview. Du coup, ça m'a permis aussi de reformaliser un peu ce que je pensais. Je sais pas si tout était très clair, mais en tout cas, enfin voilà, c'est des sujets que je trouve très intéressants et qui permettent aussi l'accessibilité au numérique. Je trouve ça cool, ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Nicolas et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt!